Ben, l'Allemagne de liberté, c'était un peu... l'Allemagne, ça a toujours été un peu... J'ai employé le terme très populaire, mon sideline. Hein. À un moment donné, j'avais un intérêt pour la littérature allemande, j'avais un intérêt pour l'Allemagne, pour l'enseignement de la littérature allemande aussi, et donc je cultivais ça. Et puis, bon, dans les travaux sur la critique québécoise, à un moment donné, j'ai été alerté par les allusions répétées qu'André Bello, par exemple, ou Fernand Ouellet, ou d'autres, ou Yvon Rivard faisaient sur leur rapport à l'Allemagne, sur l'importance de ce rapport-là. Et là, j'ai vu l'occasion aussi. J'avais eu une bourse Humboldt, pour aller 6 mois en Allemagne, pour faire des travaux, donc être là sur place. Et puis là, j'ai vu l'occasion, en fait, d'allier, si on veut, ma biographie à mon travail académique, si on veut, universitaire, de dire, bon, j'ai moi-même cette fascination-là, et puis je la trouve chez d'autres. Essayons de la comprendre chez d'autres et peut-être en même temps de la comprendre chez soi. Pourquoi des intellectuels québécois autour de cette génération, mais ça s'était déjà produit avant, une autre génération, par exemple, chez Jean-Étienne Blais ou les gens de la relève. Pourquoi, de manière, disons, sporadique, mais et périodique, des Québécois se sont intéressés à la culture allemande. Puis au-delà de tout ça, ça me permettait de poser une question plus vaste, qui était la question qui, elle, m'a toujours fasciné, puis ça dépasse de beaucoup l'allemand, qui est celle des cultures d'élection. Pourquoi tout à coup on tourne, bon, sans forcément tourner le dos à sa propre culture, ça peut être le cas, c'est pas le mien, mais certains tournent le dos à leur propre culture et se choisissent une culture d'emprunt qui sera désormais celle qui les fera vivre intellectuellement, ça arrive. D'autres vont essayer de faire des passages entre leur culture et cette culture d'élection. D'autres vont choisir cette culture d'élection-là pour se guérir d'une blessure culturelle. Bon, je pense que pour la génération de liberté, ça a été un peu ça, un rapport à la France qui était peut-être pas... bon, qui avait été trop unilatéral peut-être chez la génération de la relève et chez les retours d'Europe qui ont quand même été importants, disons, dans la culture intellectuelle québécoise jusque dans les années 70. Donc, une admiration trop unidirectionnelle de la France, pas payée de retour avec toutes les déceptions que ça implique. Donc, ça a amené ces gens-là à s'intéresser peut-être à d'autres horizons culturels et puis à avoir l'impression de choisir. Hein. C'est une des thèses de l'Allemagne de liberté, c'est que cette génération de liberté, c'est 2 générations de liberté, en fait, parce qu'il y en a 2 au sein de la revue, 2 générations de germanophiles. La première étant celle, par exemple, des Ouellet, Bello, Étienne Blais, qui a écrit, bon, un peu dans la revue, et la deuxième étant celle de Ricard, Neveu et d'autres, Chassé, bon, des collaborateurs d'Avio, plus réguliers ou moins, plus ou moins, bon, mais... alors, ces 2 générations, c'est des gens qui ont souvent choisi l'Allemagne pour échapper aux déterminations historiques ou géographiques qui leur semblaient un peu aliénantes, que ce soit la proximité des États-Unis puis de l'omniprésence de la culture américaine, qui a été un peu dévaluée comme une culture de masse. On voit ça, par exemple, chez Watt Boncoeur et d'autres. Ou alors cette culture anglaise, culture du conquérant, bon, qui, elle aussi, nous a été imposée, qui fait partie de nous, qui nous habite bien plus que nous ne l'habitons. C'est un petit peu le problème. Puis cette culture française aussi, qu'on chérit, mais qui est lointaine, et avec une France qui est pas si proche que souvent on l'imaginerait. Hein, Bello avait cette formule très, très, très belle en disant « on est toujours en retard d'une France », parce que la France contemporaine nous fait peur. Donc, à l'époque de Camus, on aime Boris Vian, puis bon... et ainsi de suite. Donc, ça permettait d'approcher un peu ce comportement culturel-là qui est peut-être un tropisme québécois, c'est-à-dire ces cultures d'élection, puis on le voit avec la culture italienne. Hein. Il y a eu un livre sur l'Italie imaginaire des Québécois. Je pense qu'on pourrait faire un livre, je crois qu'il y en a eu un d'ailleurs sur l'Espagne imaginaire des Québécois. Donc, c'était un jalon vers ce genre d'études-là, puis en essayant de le penser, non pas en termes d'influence, comme ça a toujours été traditionnellement, pas toujours, mais comme traditionnellement ça a été fait, ou en termes mais plus en matière de convergence et d'allégeance, et non pas de filiation, mais peut-être d'affiliation. Pour ça, il y avait tous les travaux franco-allemands sur les transferts culturels qui m'ont beaucoup intéressé.
et qui ont été un peu à l'origine de la construction de cette recherche-là, et puis qui m'ont permis aussi, moi-même, de jouer un rôle d'opérer un transfert culturel, parce qu'il y a plusieurs de ces travaux qui étaient en allemand, qui ne sont pas traduits, puis que j'ai essayé d'introduire aussi dans ma façon de travailler. Et puis, bon, je pense que ça a fait aussi un petit peu souche. Des travaux de Michel Narot, par exemple, sur le baseball, je crois que ça inspire beaucoup de ça. Bien, des travaux aussi de Jean Morancy sur l'américanité. Donc, on s'est mis quelques-uns, je ne sais pas jusqu'à quel point j'ai été précurseur, mais à essayer de travailler avec ces notions-là, qui étaient des notions... en fait, la notion de transfert culturel, c'est une notion où tout simplement on essaie, à la base de tout ça, d'abord, il y a deux principes, de travailler sur le concret, des traductions, des livres qui sont lus, des livres qui sont reçus, des livres, bon, et puis de déshiérarchiser, bon, parce que dans la notion d'influence, il y a toujours cette espèce de présupposé que l'influenceur est supérieur à l'influencé ou est en avance, ou, bon, il y a toujours cette idée d'une espèce de hiérarchie et la théorie des transferts culturels, voyant les objets culturels comme des objets qui voyagent sous plusieurs formes, parfois dégradés, parfois non, mais on s'en fout, défait un peu cette hiérarchie des échanges culturels. Alors, c'était ça l'enjeu. Essayer de comprendre aussi que l'Allemagne, pour le Québec, ça a été un recours intéressant, productif, un recours pas du tout sur le mode de l'imitation ou de l'emprunt servile, mais un choix aussi. Hein, ces intellectuels de liberté, ils ont choisi une Allemagne. D'ailleurs, la première génération, hein, j'insiste beaucoup là-dessus, a choisi l'Allemagne romantique, cette Allemagne de la nation culturelle précédant la nation politique. Et puis, bon, la deuxième génération, elle s'est tournée vers une Allemagne contemporaine, vers des écrivains qui ont été importants pour tout le monde, qui ont été importants au Québec, mais qui ont été importants en France, qui ont été importants dans le monde entier, qui sont notamment Peter Handke et Thomas Bernhard. Donc, c'est ce que je montrais. Et puis, j'ai essayé de faire une histoire, en même temps un peu de liberté, et puis de montrer, de faire apercevoir l'importance de cette revue-là, un peu à côté de ce qu'on avait vu, de son effet et de son rôle sur le milieu intellectuel québécois. Voilà.